Le soleil matinal inondait l'entrée du lycée Fénelon-Pascal, l'un des établissements privés les plus prestigieux de Paris. Léo Martin avançait lentement dans la cour, serrant fermement son sac à dos usé. Son uniforme simple contrastait vivement avec les tenues de marque de ses camarades. Chaque pas semblait pesant, prudent, comme s'il portait un fardeau invisible. Au moment où Léo s'apprêtait à entrer dans sa salle de classe, Antoine Dubois, accompagné de quelques amis, lui barra le chemin. « Hé, Léo, tu n'as que cet uniforme ?» La voix d'Antoine était empreinte d'un sarcasme épais, son regard plein de mépris. Léo s'arrêta, hésitant à les contourner, mais il était déjà encerclé par le groupe. « C'est vrai, tiens, tu ne portais pas le même hier? Tu ne le laves jamais, ou quoi? C'est dégoûtant. » Des éclats de rire fusèrent autour de lui, agressant ses tympans. Léo baissa les yeux sur ses vêtements. Son uniforme était certes délavé par l'usure, mais il était propre et impeccable. Il le portait depuis plusieurs années, mais c'était le seul qu'il possédait. C'est sûrement parce que sa famille est trop pauvre pour lui en acheter un nouveau. Dis, en hiver, tu portes ça aussi, le pauvre. Ma mère jette tout le temps des vêtements en disant qu'ils sont démodés. Tu veux que je t'en donne un ? Dit Antoine d'un ton faussement compatissant, provoquant une nouvelle vague de rire. Léo serra les lèvres, sans un mot. Il voulait juste passer tranquillement, mais Antoine le poussa par l'épaule. « Tu vas où comme ça? T'acheter de nouveaux habits? Ah, c'est vrai, j'oubliais. Toi, tu manges à la cantine gratuitement, non? Tu peux être demandé une aide pour les vêtements aussi. » Les rires redoublèrent dans le couloir. Le cœur de Léo se serra comme dans un étau, mais il se contenta de mordre sa lèvre et de baisser la tête pour continuer son chemin, tandis que dans son dos fusaient les moqueries. Être né pauvre, c'est vraiment un crime, carrément. Ça me fait honte d'être dans la même classe que lui. Traîner avec un pauvre, j'ai l'impression que ça porte la poisse. Le cœur de Léo se glaça, comme s'il était tombé dans un abîme de glace. Il accéléra le pas, incapable d'en supporter davantage. Le lycée Fénelon-Pascal était un établissement aux frais de scolarité exorbitants, fréquenté majoritairement par les enfants de familles fortunées. Léo était une exception. C'est grâce à ses résultats scolaires exceptionnels qu'il avait obtenu une bourse d'excellence, lui permettant d'y étudier. Les parents de Léo étaient décédés prématurément et il vivait seul avec sa grand-mère, Madeleine Martin. Madeleine tenait un petit étal de traiteur dans un marché couvert. Elle se levait avant l'aube pour préparer ses plats, travaillant sans relâche. Aussi dur que ce fût, elle n'aurait jamais sacrifié l'éducation de son petit-fils. C'est ainsi que Léo avait pu intégrer ce lycée de renom, mais il y subissait chaque jour la discrimination liée à sa pauvreté. Antoine et ses amis le dévisageaient avec mépris, comme s'il était une anomalie qui n'aurait jamais dû se trouver là. Léo serra les poings, la gorge nouée, les larmes lui montant aux yeux. Il se força à réprimer sa colère et son humiliation, se répétant qu'il ne devait pas pleurer ici. Léo ne savait pas encore que sa patience allait bientôt être mise à une épreuve bien plus grande. La sonnerie du déjeuner retentit et les élèves se précipitèrent vers la cantine. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées, illuminant les rangées de tables impeccables. Les élèves, plateau en main, faisaient la queue en riant et en discutant. Léo, comme à son habitude, se tenait seul dans la file, en décalage complet avec l'atmosphère joyeuse. Antoine balaya la salle du regard et l'aperçut. Un sourire dédaigneux se dessina sur ses lèvres. « Dis-moi, tu ne viens à l'école que pour le repas gratuit ?» Antoine avait délibérément haussé le ton pour que tout le monde entende. Aussitôt, tous les regards se tournèrent vers Léo et des chuchotements méprisants se propagèrent. « C'est vrai, ça, ce sont les impôts de nos parents qui te nourrissent. Tu ne pourrais pas amener ton propre déjeuner, manger gratuitement, ça ne te fait pas honte ?» Les moqueries et les rires fusaient de toutes parts. Léo restait silencieux. Ce genre de scène s'était produit d'innombrables fois. Il savait que le silence était sa meilleure défense. Les railleries continuaient tandis que Léo prenait son plateau, adressant un signe de tête à la dame de la cantine, avant de se diriger vers une table isolée dans un coin. Manger avec ses camarades était pour lui un rêve inaccessible depuis longtemps. Léo posa son plateau et s'apprêtait à prendre ses couverts quand Antoine passa délibérément près de lui.
D'un mouvement brusque du bras, il renversa le plateau de Léo. Crac! Le plateau tomba au sol dans un bruit fracassant, éparpillant la nourriture partout. La sauce éclaboussa le carrelage. Le silence se fit instantanément dans la cantine. Tous les yeux étaient fixés sur la scène. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Antoine, feignant la colère. « Tu as renversé de la sauce sur mon pantalon ?» Léo regardait, abasourdi, le désastre à ses pieds, son esprit vide. Antoine le toisa de haut. « Tu sais combien il coûte, ce pantalon ? Plus que ce que ta grand-mère gagne en vendant ses plats pendant 1 mois. » Un éclat de rire général secoua l'assemblée. « Alors fais un peu attention, la prochaine fois, d'accord ?» ajouta Antoine en frappant la table, le son résonnant dans la cantine. Léo ne dit rien, se contentant de serrer les poings, la rage et l'humiliation bouillonnant en lui. Mais il choisit le silence. À ce moment, un professeur, M. Lambert, traversa la cantine. Léo leva la tête, le regard plein d'espoir, attendant son aide. Mais le professeur jeta un regard indifférent à la scène et poursuivit son chemin comme si de rien n'était. Le cœur de Léo sombra. Lentement, il s'accroupit et commença à ramasser les couverts. La sauce lui collait aux doigts, mais il ne songeait même pas à s'essuyer. Il rapporta silencieusement le plateau vide et retourna à sa place, les mains vides. Quel gâchis pour un repas gratuit, lança quelqu'un dans son dos, provoquant une nouvelle hilarité. Léo prit une profonde inspiration, se leva en silence et se dirigea vers la sortie. Sa silhouette, solitaire, se découpait sur fond des rires de ses camarades. Léo serra les dents, les yeux humides, mais il se retint de toutes ses forces de laisser couler ses larmes. Madeleine ne savait rien du calvaire que son petit-fils endurait à l'école. À peine rentré à la maison, Léo jeta son lourd cartable par terre et sans même enlever ses chaussures, se précipita dans sa chambre. Il s'était juré de ne jamais pleurer à la maison, mais à cet instant, les larmes jaillirent de manière incontrôlable. Il ferma doucement la porte et se laissa glisser le long de celle-ci jusqu'au sol. Un sanglot rauque s'échappa de sa gorge. Sa poitrine était si lourde qu'il avait l'impression d'étouffer. Dans le silence glacial de sa chambre, il n'avait plus besoin de faire semblant d'être fort. Les larmes coulaient en silence, trempant le col de son uniforme. Il se mordit la lèvre pour étouffer ses pleurs, mais ses épaules ne cessaient de trembler. La vision du plateau renversé, les visages moqueurs de ses camarades, le regard indifférent de son professeur. Ces images tournaient en boucle dans son esprit, le suffoquant. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» murmura-t-il en serrant son cartable contre lui. Le temps passa. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir, suivie du bruit de pas familiers. C'était Madeleine, qui rentrait de sa longue journée de travail. Fatiguée, elle portait un lourd panier de provisions, les épaules légèrement voûtées. Elle enleva ses chaussures et s'apprêtait à aller à la cuisine quand elle remarqua le silence anormal de la maison. Léo, sa voix douce et claire, résonna dans l'appartement. Aucune réponse. C'était inhabituel. D'habitude, Léo était le premier à l'accueillir en criant « Mamie, tu es rentrée !» Madeleine fronça les sourcils et s'approcha doucement de la porte de la chambre de Léo. Une faible lumière filtrait par l'interstice, accompagnée de sanglots étouffés. Le cœur de Madeleine se serra. Elle poussa doucement la porte et vit Léo, recroquevillé par terre près de la fenêtre, la tête enfouie entre ses genoux, les épaules secouées de spasmes. Madeleine entra sans un bruit et s'agenouilla près de lui. « Qu'est-ce qui se passe, mon Léo ?» Sa main douce caressa son dos. Léo sursauta, mais en sentant l'odeur familière de sa grand-mère, il se détendit aussitôt, sans oser lever la tête. Madeleine s'assit en silence à côté de lui tapotant doucement le dos. Après un moment, elle demanda à nouveau d'une voix tendre « Raconte à mamie ce qui s'est passé. Tu veux bien ?» Léo finit par relever lentement la tête. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses joues encore humides de larmes. Il essaya de parler, mais sa gorge était nouée. Madeleine attendit patiemment. Après un long combat intérieur, Léo parvint enfin à parler, d'une voix à peine audible. « Les élèves, ils se moquent de moi parce que je suis pauvre. Ils disent que je porte le même uniforme tous les jours, que je mange à la cantine gratuitement. Ils disent que je ne suis pas à ma place dans ce lycée. » À peine ces mots prononcés, les larmes se remirent à couler. « Je veux juste étudier.
Je n'ai rien fait de mal. Sa voix tremblait, les derniers mots se perdant dans un sanglot. Madeleine regardait son petit-fils, le cœur brisé. Combien de souffrances ce petit garçon avait-il dû endurer? Elle le prit doucement dans ses bras. « Tu as dû avoir tellement de peine, mon Léo. » La main de Madeleine caressait son dos. Léo ferma les yeux dans les bras de sa grand-mère. À l'école, personne ne prenait sa défense, mais dans cette petite maison, dans les bras de sa mamie, il se sentait en sécurité. Madeleine serrait fort le corps frêle de Léo, qui tremblait légèrement dans ses bras. L'enfant pleurait en silence, et malgré ses efforts pour se contrôler, ses lèvres tremblantes à chaque inspiration trahissaient son émotion. Madeleine caressait doucement le dos de son petit-fils, sentant ce petit corps si fragile. Comment un si jeune enfant pouvait-il supporter tout cela seul? « Je suis désolé, Léo. » Madeleine esquissa un sourire forcé, les yeux rougis. « Si mamie avait un peu mieux réussi, mon Léo n'aurait pas à subir de telles humiliations. Si nous étions plus à l'aise, tu pourrais porter de beaux vêtements et manger ce que tu veux, comme les autres enfants. Mais mon Léo ne se plaint jamais. » La voix de Madeleine se brisa, ses yeux s'emplirent de larmes. « Pardonne-moi, Léo, c'est de ma faute si tu souffres autant. » Léo releva légèrement la tête, sa vision brouillée par les larmes, mais il s'efforça de cacher sa tristesse et baissa les yeux. Madeleine prit les mains glacées de son petit-fils. Ses doigts étaient fins et tremblants, la paume un peu rugueuse à force de tenir un stylo. « Mamie va travailler encore plus dur. Je vais essayer de gagner plus d'argent pour que mon Léo puisse étudier sans souci. » La voix de Madeleine était chevrotante, une larme brillant au coin de son œil, mais elle s'efforçait de sourire. Léo, voyant sa grand-mère, se força lui aussi à sourire pour ne pas l'inquiéter davantage. Cette vision déchira le cœur de Madeleine. Le fardeau sur ses petites épaules semblait bien trop lourd. Peu importe à quel point il se montrait fort, il n'était qu'un enfant, blessé chaque jour, mais obligé de faire comme si de rien n'était. C'était déchirant. C'est alors que la voix de Léo rompit le silence, secouant le cœur de Madeleine. « Ce n'est pas la faute de mamie. » Léo serra la main chaude de sa grand-mère. « Mamie travaille déjà si dur pour m'élever et prendre soin de moi. Ce sont ses élèves qui ont tort. Ils jugent les gens sur l'argent. C'est ça qui est mal. » Léo s'efforçait de maîtriser ses émotions, feignant le calme. « Je n'ai pas honte d'être pauvre. Ce qui est honteux, c'est de juger les autres sans les connaître. » Léo serra le poing. Sa voix était faible, mais d'une fermeté inébranlable. En voyant ses petites mains, Madeleine sentit les larmes lui monter aux yeux. Après avoir subi tant d'humiliations, Léo ne se sentait pas inférieur. Au contraire, il condamnait le comportement de ceux qui traitaient les autres avec mépris à cause de leur pauvreté. Madeleine ressentit une douleur aiguë, comme si une lame l'avait transpercée. Un enfant qui la consolait comme un adulte. Quelle triste réalité. Son jeune petit-fils devait cacher ses propres blessures pour la réconforter. La réalité était si cruelle. Madeleine, la main tremblante, caressa l'épaule de Léo et murmura « Mon Léo est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mamie est si fière de toi. » Léo afficha un sourire radieux. Ses yeux étaient encore rouges, mais son sourire était empli de force. « Ça va, Mamie, vraiment. Demain, je retournerai à l'école et je continuerai à bien travailler. » Le cœur de Madeleine se serra. Ce petit-fils si fort et si sage la remplissait à la fois de douleur et de fierté. Elle le serra fort dans ses bras. « D'accord, courage mon Léo, mamie est fière de toi. » Léo se blottit silencieusement contre elle, mais le cœur de Madeleine était en ruine. Elle se jura de ne jamais laisser cet enfant lutter seul contre la froideur et la discrimination de ce monde. La fête du sport du lendemain allait devenir un tournant dans la vie de Léo. Sur le terrain de sport, les acclamations et les coups de sifflet résonnaient. Demain aurait lieu la fête annuelle du sport, un événement majeur pour le lycée. Aujourd'hui se déroulait la sélection pour la course de relais. Le terrain était bondé d'élèves et les candidats de chaque classe se préparaient. Léo en faisait partie. Assis tranquillement dans un coin du terrain, il s'échauffait, mais les regards dirigés vers lui étaient hostiles. Au loin, un groupe d'élèves le montrait du doigt en chuchotant. Comment un boursier peut-il représenter la classe? Si un type comme lui gagne, ça va ruiner l'ambiance de la classe, non? Ils ricanaient, leurs regards se posant fréquemment sur Léo.
Antoine s'approcha de lui avec assurance. « Hé Léo, le représentant de notre classe pour le relais, c'est moi. Toi, tu ferais mieux d'aller chercher ton déjeuner gratuit, compris ?» Les rires autour d'eux s'intensifièrent. Léo regarda Antoine, mais ne répondit rien. Il se contenta de serrer les poings et de continuer son échauffement en silence. Le coup de sifflet retentit. La sélection commença. Léo se plaça sur la ligne de départ, prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, il avait décidé d'ignorer toutes les médisances et de se concentrer uniquement sur sa course. À vos marques, prêts. Au signal de l'arbitre, les élèves s'élancèrent comme des flèches. Le terrain fut envahi de cris d'encouragement. Léo libéra une puissance explosive, projetant son corps en avant. Pour rattraper ses camarades, bien plus grands que lui, il puisa dans toutes ses forces. Mètre après mètre, il dépassa les autres coureurs et prit la tête. « Waouh, regarde, Léo va gagner !» Léo sprintait vers la ligne d'arrivée. Il ne lui restait que quelques mètres à parcourir. C'est à ce moment-là qu'Antoine se plaça devant lui. Voyant que personne ne faisait attention, il tendit discrètement le pied. En une fraction de seconde, le pied de Léo fut accroché. Il fut projeté en l'air avant de s'écraser lourdement sur la piste rugueuse. Son genou heurta violemment le sol, la peau s'écorchant instantanément, laissant perler le sang. Son coude fut également éraflé et son uniforme se couvrit de poussière. Le silence se fit soudain, puis « Ah, regarde-le, celui-là ! Oh mon Dieu, quelle chute !» Les rires des élèves fusèrent de toutes parts. Léo serra son genou endolori, mais la douleur physique était moins insupportable que les moqueries qui l'entouraient. Il serra les dents, se releva et, avec ses dernières forces, courut la distance restante. Mais il franchit la ligne d'arrivée en dernier. Personne ne se soucia de lui. Même son professeur principal, M. Lambert, ne lui jeta pas un regard. En revanche, à peine la ligne franchie, Antoine célébrait sa victoire avec ses amis comme si de rien n'était. Incroyable! C'est bien notre représentant. Léo reprenait son souffle, seul. Personne ne vint lui demander s'il allait bien. À cet instant, les mains de Léo se mirent à trembler. Il serra les poings, sans un mot, mais ses doigts ne cessaient de frémir. Sa gorge le brûlait. C'était trop injuste. Léo serra les dents, la main sur son genou blessé, les joues en feu. Les larmes menaçaient de couler. Il ne voulait plus pleurer, mais c'était trop injuste. C'était Antoine qui l'avait fait tomber exprès, mais personne ne le disait. Non, il le savait, mais il faisait semblant de ne rien voir. Léo, retenant sa douleur, se dirigea vers M. Lambert qui rassemblait ses notes. « Monsieur, Antoine m'a fait un croc en jambe pendant la course, c'est pour ça que je suis tombé. Pourrais-je recourir ?» Léo le regardait avec des yeux suppliants. « Mais M. » Lambert lui jeta un regard froid, un léger sourire aux lèvres, et lâcha. Cela fait aussi partie de la compétition. Les yeux de Léo s'écarquillèrent, son corps fut secoué d'un frisson. Mais, ce qui se passe sur la piste, que je tombe ou que je ne sois pas assez rapide, tout est de ma faute, de mon manque de talent. Le ton de M. Lambert était dénué de toute sympathie. Léo le regarda, incrédule, les lèvres tremblantes. « Mais monsieur, Antoine m'a vraiment fait tomber. » Si Antoine a fait ça, il devait avoir ses raisons. Cette phrase, telle une lame acérée, se planta dans le cœur de Léo. Plus douloureuse que la blessure à son genou était le regard glacial de M. Lambert. Un regard rempli d'une indifférence et d'un mépris qui semblait dire que Léo n'avait tout simplement pas sa place dans ce lycée. En vérité, Léo n'attendait pas grand-chose de M. Lambert. Il savait que ce professeur était toujours obséquieux avec les parents riches et souriant avec leurs enfants. Alors, quand Léo avait cherché de l'aide, il n'avait reçu que des reproches, comme si le problème venait de lui. À cet instant, Léo prit conscience, une fois de plus, d'une cruelle réalité. Quels que soient ses efforts, ces gens ne le considéreraient jamais comme l'un des leurs. Léo serra les poings, regardant au loin le terrain de sport, la rage et l'humiliation déferlant en lui. Le revers d'aujourd'hui n'était qu'un début. Une tempête bien plus grande était sur le point d'éclater lors de la réunion parents-professeurs. Après la fête du sport, une atmosphère affairée régnait dans la salle de classe. C'était la journée portes ouvertes,
et les élèves délégués de chaque classe devaient faire une présentation devant les parents et le directeur. Au fond de la salle, des parents endimanchés discutaient entre eux. « Notre fils va présenter un exposé sur l'écologie aujourd'hui. C'est formidable. La nôtre a préparé un sujet sur l'économie. » Les parents rivalisaient de fierté, leur conversation emplissant la pièce. Cependant, au milieu de cette agitation, Léo était assis tranquillement dans un coin, préparant sa présentation, serrant fermement dans sa main la clé USB contenant son travail, les sourcils légèrement froncés. Pour être honnête, lorsque M. Lambert avait annoncé qu'il représenterait la classe, Léo n'en avait pas cru ses oreilles. Il avait cru avoir mal entendu. À ce moment-là, Antoine s'était approché de lui avec un sourire narquois. « J'ai entendu dire que c'est toi qui présentes. C'est marrant. Fais de ton mieux, hein? Si tu es bon, on acceptera peu. Être de devenir tes amis. » Léo avait serré les dents. Il ne le faisait pas pour leur approbation, mais pour lui-même. Il avait travaillé dur dans la salle informatique du lycée pour créer son diaporama, sauvegarder ses données sur la clé USB et s'était entraîné à plusieurs reprises à la maison. Il pensait être fin prêt. Mais quand son tour arriva, rien ne s'afficha sur l'écran de l'ordinateur. Léo fixa l'écran, hébété. Le fruit de ses nuits blanches, tout son travail, avait disparu. Un terrible pressentiment l'envahit. Il tapota frénétiquement le clavier, essayant de retrouver son fichier, mais le dossier était vide. C'est alors que des chuchotements s'élevèrent derrière lui. Regardez-le paniquer. Son fichier a disparu. Il n'a peut être pas d'ordinateur à la maison. Un frisson glacial parcourut Léo. Son cœur s'emballa, sa respiration se fit courte. Soudain, il remarqua quelque chose. Antoine et ses amis le regardaient d'un air triomphant. Serait-ce eux? À cet instant, les doigts de Léo devinrent blancs, ses poings se serrèrent. Mais ce n'était pas le moment de régler des comptes. D'une voix tremblante, il commença « Je suis désolé, le fichier semble ». Mais à ce moment précis, une voix stridente et méprisante s'éleva du fond de la salle. « Et c'est ce genre d'élève qui représente la classe, quel niveau ?» Aussitôt, les parents se mirent à murmurer. De nos jours, tous les enfants ne savent-ils pas utiliser un ordinateur? Mais comment choisissent-ils leurs délégués? Les commentaires au fond de la salle se firent de plus en plus forts. Le visage de Léo brûlait, sa respiration devenait de plus en plus difficile. La scène devant lui devenait floue. C'est alors qu'un élève au premier rang leva la main. « Monsieur, est-ce que quelqu'un comme lui est vraiment apte à être délégué de classe ?» Cette question plongea la salle dans un silence de mort. Le directeur, Monsieur Leclerc, voyant la situation embarrassante, fronça les sourcils et demanda « Monsieur Lambert, que se passe-t-il » Monsieur Lambert se leva et regarda froidement Léo. « Léo, tu ne t'es pas préparé correctement? Sais-tu à quel point cette présentation était importante ?»« Monsieur, j'avais tout préparé, ça suffit. » La voix glaciale coupa court aux explications de Léo. « Pas d'excuses, retourne à ta place. » À cet instant, les ricanements dans la salle, les murmures des parents, le sourire victorieux d'Antoine, tout cela déferla sur Léo comme une vague. Ses doigts tremblaient légèrement. Il descendit lentement de l'estrade, la vue brouillée. Arrivé devant sa place, il releva soudain la tête, sentant qu'il ne pouvait pas abandonner ainsi. Son cœur battait à tout rompre, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains. Il serra les poings et remonta sur l'estrade. « Monsieur, je suis désolé, pourrais-je avoir une autre chance de présenter ?» Monsieur Lambert le foudroya du regard. Les parents lui lançaient toujours des regards hostiles. « Présenter quoi, encore ?» Une nouvelle moquerie fusa du fond de la salle. C'était Antoine. Avachi sur sa chaise, il arborait un sourire sarcastique. « Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter, toi. » Ces paroles déclenchèrent une vague de rire. La salle devint bruyante. Les élèves ricanaient, les parents secouaient la tête. Les doigts de Léo tremblait de façon incontrôlable. Il se mordit la lèvre. Étrangement, sa gorge était comme bloquée. Aucun son ne pouvait en sortir. Son corps tout entier semblait gelé. À cet instant, n'en pouvant plus, il se retourna et sortit en courant de la salle. Les larmes coulaient en silence sur ses joues. Une seule pensée occupait son esprit. « Mamie !» Au moment où Léo quittait la salle, le silence se fit, mais pas pour Monsieur Leclerc, le directeur.
Il soupira de lassitude. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Sa voix glaciale emplit la pièce. Quitter la salle comme ça, lors d'une présentation officielle devant les parents. Tout en parlant, il observait la réaction des parents. C'est vraiment décevant. Bien que sa voix fût basse, chaque mot fut clairement entendu dans toute la salle. C'est alors qu'une autre voix s'éleva. « Monsieur, quand Léo reviendra, dites-lui d'amener ses parents. »« Ah, c'est vrai, il n'a pas de parents. » Alors qu'il fasse venir sa grand-mère. Antoine, entendant cela, répondit en souriant « Compris, monsieur. » À ce moment précis, un autre enseignant ouvrit la porte précipitamment, haletant. « Monsieur le directeur, monsieur Lambert, vous êtes demandés immédiatement dans le bureau du président du conseil d'administration. » En entendant cela, monsieur Leclerc fronça les sourcils. Le président lui-même? Monsieur Lambert parut également surpris et se mordit nerveusement la lèvre. « Maintenant, le président vous attend. » Leclerc se leva à contre-cœur, se tournant vers monsieur Lambert pour murmurer « Je ne sais pas ce que c'est. Ce ne doit pas être grave. » Lambert, s'efforçant de paraître calme, hocha la tête. Ils se dirigèrent rapidement vers le bureau du président. Personne ne se doutait que la conversation qui allait s'y tenir changerait radicalement l'atmosphère de l'école. L'arrivée de Madeleine était sur le point de révéler les secrets les mieux gardés du lycée. La porte du bureau du président s'ouvrit lentement. Monsieur Leclerc et monsieur Lambert s'arrêtèrent net, stupéfaits. La scène qui s'offrait à eux était totalement inattendue. Madeleine Martin était assise tranquillement sur le canapé des visiteurs, les mains posées sagement sur ses genoux. En face d'elle se tenait monsieur Bernard, le président du conseil d'administration, le regard calme et perçant. Le président tapota légèrement la table du bout des doigts et dit lentement « Asseyez-vous ». Monsieur Leclerc et monsieur Lambert, un instant décontenancés, s'assirent en silence. Le président les fixa un moment, puis lança une question qui leur alla droit au cœur. « J'ai entendu dire que le petit-fils de cette dame subit pas mal de harcèlement dans cette école. Est-ce vrai ?» Sa voix était calme, mais chargée d'une pression intense. « Monsieur le Président », monsieur Leclerc, mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. À côté de lui, monsieur Lambert s'empressa d'intervenir. « C'est un malentendu, monsieur le Président. » « Un malentendu ?» Le président haussa un sourcil. Monsieur Lambert se redressa. « Le problème vient de Léo lui-même. Je ne sais pas si c'est son éducation ou autre chose. Mais il cause toujours des ennuis aux autres élèves. Même si Léo a des torts, si cela affecte les autres élèves, l'école devrait prendre des mesures, » ajouta le président. C'est alors que Madeleine, restée silencieuse, leva la tête. Elle prit la parole lentement, sa voix était douce mais parfaitement claire. « Aussi pauvres et démunis que nous soyons, mon petit-fils n'a jamais fait de mal à personne. » Elle baissa les yeux sur ses mains qui tremblaient légèrement, sa voix s'étranglant un peu. « Mais simplement parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il porte le même uniforme, il est moqué et harcelé par ses camarades. Est-ce juste ?» Le président regardait fixement Madeleine. Monsieur Leclerc et monsieur Lambert restèrent sans voix. Madeleine ferma les yeux, puis les rouvrit. Ses doigts tremblaient. « Monsieur le Président », sa voix était ferme et calme. « Je n'ai pas honte de mon petit-fils. Mais, elle continua avec difficulté, « il semble que cette école ait honte de mon petit-fils. » Sa voix était très douce, mais d'une fermeté absolue. Monsieur Bernard soupira profondément et se tourna vers Madeleine. « Madame, notre école n'aura jamais honte de Léo. Si une telle chose s'est produite, je vous présente, au nom de l'école, mes plus sincères excuses. » Puis, il se tourna vers monsieur Leclerc et monsieur Lambert. « Est-ce la vérité ? Monsieur le Président, nous faisons de notre mieux pour traiter chaque élève équitablement. Mais il est vrai que des élèves comme Léo créent des tensions qui affectent l'atmosphère de l'école. » En entendant cela, l'expression de Madeleine se figea. Mais Lambert, sans même la regarder, continua de s'adresser au président. « L'attitude de Léo est problématique. Il n'est pas sociable, ne respecte pas les règles. Les autres élèves n'ont pas de problème, lui seul en a constamment. Il doit y avoir une raison, n'est-ce pas ?» Madeleine serra les lèvres. Cette fois, ce fut au tour de monsieur Leclerc de prendre la parole. Les autres parents font des dons généreux pour soutenir le développement de l'école. Mais vous, madame, qu'avez-vous fait pour l'école ? Face au directeur qui parlait d'argent,
Madeleine voulut répliquer, mais M. Lambert l'en empêcha. « Monsieur le Président, nous devons préserver la réputation de l'école. Honnêtement, si des élèves comme Léo continuent de créer des problèmes, les autres parents ne resteront pas sans rien faire. Tolérer ce genre d'élèves ne fera qu'engendrer plus de problèmes à l'avenir. » Monsieur Leclerc se montra encore plus ferme. « Monsieur le Président, comprenez bien que la plupart de nos élèves viennent de familles de la haute société. Les parents nous font confiance pour l'éducation de leurs enfants. Si un élève boursier cause sans cesse des problèmes, que penseront les parents? Ne seront-ils pas déçus de l'école? Pas de dons, pas de mécénat, et en plus, il perturbe les autres. Honnêtement, a-t-il vraiment sa place dans notre école? » À ces mots, les doigts du président tressaillirent. Il défit lentement ses mains croisées et tapota la table du bout des doigts. Le son sec suffit à faire taire le directeur et le professeur. Le président, toujours calme, demanda « Vous avez terminé ?» Cette courte phrase, prononcée sur un ton très différent, glaça M. Leclerc et M. Lambert. Ils échangèrent un regard nerveux. Le président se leva lentement. Son regard passa par-dessus le directeur et le professeur. « Avant de parler de l'école, réfléchissez à l'éducation que vous donnez aux élèves. » Les lèvres de M. Leclerc se serrèrent. Le président plissa les yeux. Ce ne sont pas les élèves qui ternissent la réputation de l'école, mais les professeurs injustes. En un instant, l'air du bureau se figea. M. Leclerc et Lambert, le visage blême, restèrent sans voix. « Cette école dont vous êtes si fiers, savez-vous comment elle a survécu ?» M. Leclerc fut un instant décontenancé, mais il reprit vite une contenance. « Bien sûr. Nous sommes un établissement de tradition, soutenu par les parents et notre gestion. Non. » La négation du président coupa court au discours du directeur. Il y a 10 ans, l'école a traversé une grave crise financière. Elle était au bord de la faillite. Vous vous en souvenez? L'expression de M. Leclerc se crispa. M. Teudebridem cale. Lambert déglutit, nerveux. À l'époque, l'école était en grande difficulté. On ne pouvait même plus payer les salaires des professeurs. Les locaux étaient délabrés. Le toit du gymnase menaçait de s'effondrer. Le terrain de sport était inondé. Même la cantine allait devoir fermer. Le président se leva et se tourna vers Madeleine. « Celle qui a sauvé l'école, c'est cette dame. » Monsieur Leclerc et Monsieur Lambert étaient sous le choc. Madeleine, avec les commerçants du marché, a collecté des fonds pour les donner à l'école. Le silence était total dans la pièce. Cet argent a permis de refaire le terrain de sport, de réparer le gymnase. Ce don a sauvé l'école de la fermeture et a préservé sa réputation jusqu'à aujourd'hui. La voix du président se fit plus ferme. Et de plus, Madame Martin continue aujourd'hui de soutenir le fonds de la cantine scolaire. Vous qui vous vantez d'enseigner la morale aux élèves, et vous, monsieur le directeur, qui osez demander à madame si elle a fait des dons. Le président pointa monsieur Leclerc du doigt. Et quel est le résultat? Comment traitez-vous la personne qui a sauvé cette école? Les mains de monsieur Lambert se mirent à trembler. L'élève et sa famille que vous méprisez pour leur pauvreté sont en réalité les bienfaiteurs de cette école. Monsieur Leclerc était livide. L'atmosphère dans la pièce était pesante. Madeleine, retenant ses larmes, restait assise en silence. Monsieur Leclerc et monsieur Lambert ne trouvaient plus leurs mots. Monsieur Bernard les observa en silence pendant un long moment, son regard profond semblant percer leur âme. Le directeur et le professeur, incapables de soutenir son regard, se mirent à transpirer. Mais le président ne resta pas silencieux. D'une voix basse mais ferme, il demanda « Que pensez-vous devoir enseigner aux élèves ?» Monsieur Leclerc et monsieur Lambert restèrent muets. Le président fit un pas en avant et demanda à nouveau « Leur apprendre que la valeur d'une personne se mesure à son apparence ?» Les lèvres de monsieur Leclerc tremblèrent. Monsieur Lambert, les mains jointes, tenta d'esquisser un sourire, mais il se figea sous le regard glacial du président. Celui-ci soupira, posa ses mains sur la table et dit lentement « Vous n'avez vu que les vêtements de cet enfant, le repas qu'il mangeait et sa situation familiale pour juger sa personnalité et son potentiel. Et vous avez laissé les autres élèves penser que c'était normal. » Sa voix était lourde et puissante. Monsieur Lambert tenta de se justifier. Mais nous, le président le coupa sans ménagement.
Savez-vous quel genre d'environnement vous avez créé, toléré et même encouragé, Monsieur Leclerc, le visage pâle, les doigts tremblants? Dans l'environnement que vous avez bâti, les enfants ont appris la fausse valeur que la pauvreté mérite la discrimination. Ces enfants, une fois adultes, continueront de discriminer. Le président marqua une pause, désignant le directeur et le professeur. En tant qu'éducateur, favoriser une telle société ne vous fait pas honte? Finalement, le président déclara fermement, « Maintenant choisissez. Quittez cette école, ou mettez-vous à genoux et présentez vos excuses à madame et à l'élève. » Sa voix était sans appel, pleine de force. À ces mots, l'air dans la pièce sembla se solidifier. Un silence de mort s'installa. Les lèvres de M. Leclerc et de M. Lambert étaient déjà sèches. Le président leva lentement la main, regarda sa montre, puis releva la tête et dit « Faites d'abord rassembler tous les élèves dans l'amphithéâtre. Monsieur Leclerc et Monsieur Leclerc. » Lambert le regardèrent, stupéfaits. « Monsieur le Président maintenant, les parents sont encore là, » commença prudemment Monsieur Lambert. Mais le président le coupa net. « Exécution immédiate. » Ces deux mots rendirent l'atmosphère encore plus pesante. Le président fit un pas en avant et annonça fermement « Je vais personnellement corriger ce qui se passe dans cette école. » Messieurs, Leclerc, les yeux écarquillés, « Monsieur le Président, en présence des parents, gérer une affaire aussi sensible publiquement. » Mais la réponse du président fut tranchante. « C'est précisément pour cela que c'est nécessaire. » Monsieur Leclerc resta sans voix. Personne ne se doutait de la vérité que M. Bernard était sur le point de révéler dans l'amphithéâtre. M. Bernard se tenait sur l'estrade de l'amphithéâtre. Il ferma lentement les yeux. La salle était comble. Élèves et parents discutaient à voix basse, mais il ne prêta aucune attention à ce brouhaha, comme replongé dans un lointain souvenir, une expression de profonde mélancolie sur son visage. Puis, il rouvrit les yeux et prit la parole. « Vous savez tous, je suppose, qui est le président du conseil d'administration de cette école. » Sa voix basse et calme suffit à remplir tout l'amphithéâtre. Spontanément, élèves et parents se turent et le regardèrent. Bernard balaya la salle du regard, croisant brièvement celui de chaque personne présente. Une expression déterminée apparut sur son visage. « En apparence, je porte un costume impeccable, je conduis une belle voiture, j'ai l'air d'un homme qui a réussi. Beaucoup de gens m'envient peu, être. Simplement parce que je suis le président de cette école, vous pensez que je suis quelqu'un d'important. » Il marqua une pause, son regard se portant vers la fenêtre au fond de l'amphithéâtre, comme si son passé se trouvait juste derrière. Puis, il se tourna de nouveau vers l'assemblée. « Mais mon enfance a été bien plus pauvre que vous ne pouvez l'imaginer. » Instantanément, le silence se fit dans l'amphithéâtre. Le visage du président était impassible, empreint d'une sincère gravité. « Quand j'étais petit, mes chaussures étaient trouées. Je n'avais pas de cartable digne de ce nom et je devais porter mes livres usés à la main pour aller à l'école. Souvent, je n'avais rien à manger le midi. Parfois, je devais me contenter des restes des autres pour calmer ma faim. » Il prit une profonde inspiration et continua. « Mes camarades me méprisaient à cause de ma pauvreté. Ils me montraient du doigt, personne ne voulait manger avec moi. C'était comme si j'avais fait quelque chose de mal, je devais supporter leurs moqueries sans raison. » Sa voix était calme, mais l'émotion qu'elle contenait résonnait dans l'amphithéâtre. Certains parents affichaient une expression mal à l'aise. Les élèves écoutaient en silence ce discours inattendu. Monsieur Bernard leva une main et l'ouvrit. « Regardez ses mains. Aujourd'hui, elle signe des documents et gère une école sous le titre de président, mais dans mon enfance, elle faisait chaque jour des travaux pénibles. Sans gants, je transportais des briques, je distribuais des journaux dans le vent glacial de l'hiver. Ce sont des mains qui ont connu les épreuves. » Il parcourut à nouveau l'assemblée du regard. Ce n'était pas une simple histoire de réussite que le président racontait, mais le témoignage authentique d'un enfant qui avait souffert à cause de la pauvreté. Ne jugez jamais une personne sur son apparence. La voix du président résonnait dans l'amphithéâtre. Les vêtements que porte une personne, l'argent qu'elle possède, d'où elle vient, tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le cœur et les actes de cette personne. J'étais peu, être pauvre, mais je n'étais pas incapable.
J'ai travaillé plus dur que quiconque, et c'est ce qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. » À ces mots, un silence total s'installa de nouveau dans l'amphithéâtre. Monsieur Bernard marqua une pause, son regard balayant l'assemblée, puis il reprit lentement. « Vous pensez peu être que cette école a toujours été aussi prestigieuse et impeccable. » Dans un coin de la salle, quelques parents murmurèrent. En effet, la réputation de l'école était excellente, et de nombreux parents se battaient pour y inscrire leurs enfants. Mais les paroles du président laissaient entendre autre chose. « Monsieur Émézy, Bernard frappa légèrement le pupitre et continua. « Mais il y a quelques années à peine, cette école a traversé une crise majeure. Les fonds de fonctionnement manquaient, on ne pouvait même plus payer les salaires des professeurs. Les salles de classe et l'amphithéâtre, délabrés, n'avaient pas les moyens d'être rénovés. Un léger murmure parcourut les rangs des élèves et des parents. Certains discutaient avec incrédulité, d'autres écoutaient en silence. À l'époque, pour sauver l'école, j'ai tout essayé. J'ai couru partout, rendu visite à des entrepreneurs influents, écrit à des notables locaux. Sa voix se fit plus basse. Mais je n'ai reçu que des réponses froides. Peu, est que je n'avais pas l'air assez compétent à l'époque, mais surtout, les gens ne se souciaient pas assez de l'éducation des enfants des autres. Chacun ne se préoccupait que de l'éducation de ses propres enfants. Le président s'arrêta, jaugeant la réaction de la salle. J'ai alors compris que les gens ne sont pas prêts à s'investir pour des choses qui ne leur rapportent aucun bénéfice direct. J'étais désespéré. Je pensais que l'école était perdue. Sa voix se mit à trembler légèrement. Cependant, une aide inattendue est venue des petits commerçants du marché. Il regarda l'assemblée comme pour se remémorer cette période. Au plus fort de la crise, les gens du marché ont appris que l'école du quartier risquait de fermer. Ces petits commerçants sont venus me voir. Eux qui se lèvent à l'aube pour aller au marché, qui poussent leurs petites charrettes pour gagner leur vie, ils m'ont tous dit d'une seule voix. L'école est l'endroit où les enfants construisent leurs rêves. Si nos enfants reçoivent une bonne éducation, notre communauté s'améliorera et le pays progressera. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous voulons apporter notre contribution. L'atmosphère dans l'amphithéâtre était pesante. Certains parents baissaient la tête, pensifs. Les élèves se regardaient, chuchotant. Ces gens ont collecté quelques dizaines, quelques centaines d'euros, donnant leur précieux argent à l'école. Certains ont donné l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires. D'autres ont préféré se priver d'un repas pour soutenir l'école. La voix de M. Bernard se fit plus ferme. C'est cet espoir qui a sauvé l'école. À ces mots, un silence absolu envahit la salle. Personne n'osait rompre ce moment solennel. L'école dans laquelle vous êtes assis aujourd'hui a été sauvée petit à petit par les marchands, les traiteurs, les travailleurs acharnés du marché. Certains parents bougèrent mal à l'aise sur leur siège. Quelques élèves baissèrent la tête, honteux. Ils ne sont pas riches, ne portent pas de costumes de marque, ni de sacs de luxe. Mais ce sont ces gens qui, par leurs actes, ont pris la décision la plus importante pour cette école et pour l'avenir des enfants. Finalement, le président se tourna vers Madeleine et dit doucement « Madame Madeleine Martin, ici présente, fut l'une des premières à se mobiliser à l'époque. Elle souhaitait que les enfants reçoivent une bonne éducation, que chaque enfant, étudiant dans cette école, puisse grandir sans discrimination. Elle a préféré réduire ses propres dépenses pour donner à l'école. » À ces mots, un silence de mort tomba sur l'amphithéâtre. On entendit des hoquets de surprise, des têtes se baissèrent de honte. « J'aimerais vous demander une faveur. » Sa voix était douce, mais tous dans la salle tendirent l'oreille. Il se tourna vers les parents. « Le monde dans lequel nos enfants vivront sera encore plus complexe et compétitif que le nôtre. J'espère que ce monde sera plus chaleureux, plus compréhensif. » Sa voix, bien que douce, était pleine de force. « S'il vous plaît, aidez vos enfants à devenir des personnes qui ne jugent pas les autres sur leur apparence, qui n'évaluent pas les autres sur leur richesse. » Élèves et parents écoutaient en silence, plongés dans leurs pensées. « Je n'ai pas fondé cette école uniquement pour l'instruction. J'espère aider chacun à devenir une personne meilleure. » Le lendemain matin, l'école était aussi animée que d'habitude. Léo entra dans la salle de classe et se dirigea silencieusement vers sa place. Les événements de la veille résonnaient encore dans son esprit, mais il s'efforçait de ne pas y penser.
C'est alors que quelqu'un lui barra le chemin, une voix familière. C'était Antoine, celui-là même qui, la veille encore, se moquait de lui et menait le harcèlement. Mais aujourd'hui, Antoine semblait différent. Son visage n'arborait plus son habituel air narquois, mais une expression de gêne et d'hésitation. Les autres élèves se turent, observant la scène en chuchotant. Antoine hésita un long moment, prit une profonde inspiration et dit timidement « Je suis désolé ». Un silence instantané tomba sur la classe. Léo regarda Antoine, stupéfait. Jamais il n'aurait imaginé entendre des excuses de sa bouche. Antoine, observant sa réaction, balbutia « Tu as dû être très triste. J'ai beaucoup réfléchi après le discours du président. Ma mère m'a aussi grondé. » Puis il sortit un petit tube de sa poche. « C'est une pommade de chez moi. Tu t'es blessé au genou hier en tombant. Ça pourrait être utile. » Léo regarda Antoine en silence, se remémorant tout ce qu'il avait enduré. Les humiliations quotidiennes, le repas renversé à la cantine, la chute sur le terrain de sport, la honte de la présentation. Mais maintenant, Antoine se tenait là, lui tendant une pommade, la tête baissée. Léo tendit lentement la main et la prit. « Merci ». Un simple mot, mais chargé de tant d'émotions. Antoine afficha un sourire soulagé. « Pour de vrai, soyons amis, maintenant ». Léo hocha doucement la tête. À cet instant, l'atmosphère dans la classe sembla changer. Les camarades qui, auparavant, étaient indifférents ou se joignaient aux moqueries, s'approchèrent un par un de Léo. « Je suis désolé, moi aussi. Viens manger avec nous ce midi. » Bientôt, Léo fut entouré de ses camarades. Il regarda par la fenêtre. Un soleil chaud illuminait la cour de l'école. Tout était en train de changer. Il esquissa un léger sourire. « D'accord, allons-y ensemble. » C'est ainsi que Léo et Antoine sortirent ensemble de la salle de classe. À partir de ce jour, l'école ne fut plus un champ de bataille glacial pour Léo, mais un nouveau monde rempli de chaleur.